Lisa, ce film Assoiffé, bon, j'ai pris un grand plaisir à le voir hier sur grand écran, parce que finalement, c'est vrai que notre souci, c'est pas un problème, mais notre souci, c'est que bon, nous, on voit beaucoup de films pour cette programmation, et on les voit pour la plupart, reconnaissons-le, sur petit écran. Donc c'est toujours aussi, on a un plaisir partagé avec vous tous à redécouvrir le film voilà, dans sa vraie dimension artistique. Et tu le disais un petit peu hier, sur ton parcours, qui n'a pas été que l'apprentissage du cinéma. Et je suis tombé tout à l'heure sur une petite vidéo de ta part où je pense que tu devais faire une démarche, une demande de bourse, quelque chose comme ça, et dans laquelle tu disais que tu aimerais que tes films soient un carrefour entre le théâtre, l'expérimental, la danse et la fable politique. Eh ben, je crois qu'effectivement, on a tout ça dans le film Assoiffé. Néanmoins, tu nous as dit hier que c'était un film qui s'inscrivait dans un triptyque. Voilà, alors peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette proposition de discussion. Alors oui, effectivement, comme je vous ai dit hier, Assoiffé est le dernier film d'un triptyque que j'ai commencé à travailler en 2017, quand j'étais à la Fémis en 3e année. Ça s'inscrit dans un triptyque que j'aime bien nommer comme étant 3 films écrits sous forme d'allégories politiques, de fables politiques et poétiques. J'adore, c'est ma présentation, politico-poétique. Juste pour vous donner un peu le contexte, littéralement, le premier parlait un peu de l'obéissance à des règlements et à des règles parfois absurdes. Donc il a été écrit avant le Covid et il traitait déjà de la question de la distance entre les gens, de ne pas franchir certains périmètres, des interdictions. L'histoire se passe entre les dunes à la mer du Nord, en Belgique. Et il y a des gens deux personnes sont dans les dunes et attendent des ordres qui n'arrivent pas. Donc elles ne peuvent pas bouger tant que les ordres ne viennent pas. C'est un peu évidemment inspiré de Godot, En attendant Godot de Beckett, qui est aussi un écrivain que j'adore et que j'apprécie pour son absurde politique. Dans le deuxième, Les Punaises, c'est un film qui traite du coup du phénomène des bullshit jobs, donc de l'exploitation dans le monde du travail. Et pareil, j'ai voulu un peu décrire le système de l'exploitation via une histoire sous forme de fable un peu absurde, où 2 personnes se retrouvent dans un bâtiment obligées d'enlever toutes les épingles qu'il y a au mur, donc les punaises de couleur. Et ils sont payés 0,0008 centimes la punaise enlevée. Donc c'est vraiment voilà, c'est un film qui traite vraiment du bullshit job. Et enfin, Assoiffé, qui est le film, je pense, le plus radical des 3, car à la Fémis, il faut savoir on m'a mis un peu des bâtons dans les roues pour que je crée cet univers-là. C'était un peu inattendu par rapport à un cinéma très classique. Et du coup, j'ai pas pu expérimenter une forme comme vous l'avez vu hier avec Assoiffé, à savoir sans réplique, burlesque, mélangeant de la chorégraphie, du théâtre, car toute la première partie du film, j'y ai pensé en termes de théâtralité, à savoir on est à la place des spectateurs au théâtre, il y a un 4e mur, il y a très peu de plans découpés, il y a de la chorégraphie, on est vraiment dans une salle où on sent le décor, donc on est vraiment dans un espace théâtral, là où ça s'ouvre avec le conflit sur un espace cinématographique où je me suis amusée évidemment à travailler tous les codes et tout le langage cinématographique à travers le découpage, une multiplicité de plans, des effets spéciaux, de la musique et évidemment des clins d'œil, comme j'imagine que vous en avez peut-être vu hier, notamment à Hitchcock et à Braveheart et au Seigneur des Anneaux, etc. Donc voilà, donc la traversée de mon triptyque, c'est vraiment, je pense, aller aussi vers une radicalité de plus en plus intense qui a été éprouvée dans Assoiffé, qui est mon dernier film. Et je clôt comme ça le triptyque pour aujourd'hui avancer vers des longs métrages qui seront différents sur plein d'aspects. Voilà. Et bon, c'est vrai, j'avais envie de rebondir, mais je ne sais pas si c'est tellement le lieu. Mais sur effectivement, c'est des règles classiques pour faire des films qui existeraient et bon, contre d'autres manières d'envisager le cinéma. Mais bon, passons. Non, moi, quand j'ai découvert le film, les 2-3 premières minutes m'ont un petit peu désarçonné. Enfin bon, le temps de voilà
d'y rentrer, et puis après complètement emporté par, par cette histoire délirante. Donc, ce que tu viens de nous dire sur tous les aspects qui fourmillent, donc tout ça, c'est une écriture qui passe par un scénario, nécessairement. Mais à quoi il ressemble ce scénario? Alors le scénario, il est indispensable quand on veut essayer de trouver de l'argent pour faire un film. Et sur ce film en particulier, c'était très compliqué, car j'ai en premier lieu écrit en fait tout ce que j'imaginais au niveau chorégraphique, et donc c'était un scénario vraiment de description chorégraphique de ce qui allait se passer. Donc je pense que si j'ai réussi à avoir de l'argent, et j'ai réussi à en avoir dans différentes commissions, notamment le CNC en Belgique, Canal+, je pense que ça s'est vraiment joué sur la note d'intention et comment je présentais mon projet, quand je parlais qu'à un moment donné des avions allaient arriver, qu'il y aurait plein de gens qui se battraient, qu'on aurait des chevaux. Et en fait je voyais qu'en présentant le projet, les gens avaient des petites étoiles dans les yeux, en disant ça va peut-être pas être possible, mais on va peut-être donner la chance au film d'essayer cette grandiloquence là. Donc je crois que ça s'est plutôt joué sur l'intention et comment j'ai parlé de mon film, plutôt que le scénario en lui-même, qui était très peu détaillé au final, vu que c'était ultra formel et qu'il n'y avait pas de dialogue, et que c'était vraiment ce que j'avais dans ma tête en termes de mise en scène qui était expliqué à l'écrit. Donc c'est parfois très compliqué sur un film comme celui-ci de vous plonger dans mon univers par l'écriture. Et alors, ensuite, ce travail, le travail collaboratif au niveau de ton équipe, avec avec tes comédiens, bien entendu, mais la déco, on imagine. Enfin, non, si tu vas peut-être nous dire un petit peu voilà, les difficultés de fabrication de ce film. Est-ce que ça, tu peux nous le partager? Alors ouais, je pense que c'est le point essentiel, je pense, de mon film, c'est que j'aurais jamais été capable de le faire si j'avais pas été encadré d'une équipe de personnes ultra talentueuses à tous les niveaux de mise en fabrication. Donc à savoir, effectivement, moi j'étais très concentrée sur les chorégraphies des comédiens, j'étais concentrée sur les chorégraphies des figurants, là où avec le chef opérateur on a fait un travail en amont énorme de voir comment avoir des mouvements de caméra, quelle valeur de plan, quelle couleur, quelle colorimétrie, quelle caméra on allait utiliser, enfin quel instrument on allait mettre en place pour correspondre un peu à ce langage cartoonesque au cinéma. Et on avait très peu de références. Il faut savoir aussi que c'était compliqué parce qu'on n'avait pas de références de films ayant travaillé sur des codes cartoonesques et burlesques à ce point, dans un univers absurde qui n'existe pas. Du coup, c'était très difficile aussi de convaincre la production des moyens qu'on allait devoir mettre en place pour avoir ce qu'on désirait. Donc, c'était un challenge à tous les niveaux de fabrication. Au niveau des décors, la première salle à l'intérieur, c'est vraiment une salle d'attente. Et je voulais jouer sur ce qu'on appelle des essais fixes. Les essais fixes, c'est des effets spéciaux en direct sur le plateau. Je voulais pas de numérique dans cette partie du film, alors que dans la deuxième, il y a énormément d'effets numériques. Dans la première, c'est vraiment comment une salle d'attente peut se détruire en un plan sans qu'on voit la supercherie. Donc on a vraiment réfléchi à prédécouper les murs de la salle d'attente pour créer des fissures qu'on ne voyait pas parce qu'elles étaient repeintes. Et derrière la salle d'attente, les chefs déco tapaient à un moment donné X quand on disait action sur les murs et se créait du coup la fissure en direct. Et donc ce que vous voyez dans la salle d'attente, il n'y a aucun effet numérique, c'est vraiment de la spontanéité d'un décor qui a été pensé en amont pour créer cette destruction, quoi. Donc c'était vraiment incroyable à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une prise? Ouais, je ris parce qu'il n'y a eu qu'une prise et elle a été arrêtée parce que en fait, tout s'écroulait et que c'était ultra dangereux. Il y avait des chefs déco avec des échelles derrière les murs qui en fait... voilà, voilà, il y a eu du danger, mais tout le monde était dans une forme d'extase parce que si vous voulez, on était proche de la performance théâtrale à ce niveau-là. Ça n'existera qu'une fois et on a filmé ce qui existe qu'une seule fois en direct. Donc quand vous voyez la poussière tomber sur les têtes des comédiens qui se font taper dans le mur qui est mou, hein, il faut savoir que c'est pas un mur dur, bah, tout ça c'est en direct. Voilà. Alors, on a un micro pour le... Voilà, alors il doit y avoir des questions. Allons-y.
C'est bon, j'ai réussi. Merci pour le court-métrage, mais ça m'a bien fait rire en tout cas. Je voulais savoir du coup comment tu avais travaillé avec les comédiens au niveau de la chorégraphie pour passer de ce qu'il y avait dans ta tête et ce que tu as écrit au réel. Alors moi j'ai été beaucoup aidée parce que le comédien qui joue le rôle de Bleu est un acrobate suédois. Donc c'est quelqu'un qui est professionnel dans l'acrobatie. Et donc quand je l'ai mis en duo avec le personnage qui est Rouge, qui est un comédien de théâtre extrêmement sportif, bah, il a quand même pas mal aidé sur comment tomber sans se faire mal, comment porter un corps sans sentir le poids du corps. Donc grâce à l'acrobate, j'ai pu expérimenter plein d'idées de corporalité et de chorégraphie que j'avais en tête. Et j'étais vraiment basée sur comment exprimer un conflit à travers les corps, du plus minime au plus grand. Ça, c'était vraiment ma perspective. Donc j'avais plein d'idées et grâce à l'acrobate et grâce au travail, on a fait 3 semaines de répétition intensive. C'était vraiment millimétré. Ce que vous voyez dans la première partie, c'est découpé, vous voyez plusieurs plans, mais on aurait pu très bien laisser un plan fixe avec la chorégraphie en entier parce que il la faisait pendant 10 minutes sans s'arrêter. Donc on était vraiment dans une perspective chorégraphique et de danse en fait. Voilà. Et avec les figurants, tu as pu travailler combien de temps pour faire les Alors, chorégraphies ? les figurantes, je les ai eues vraiment le jour même. Et du coup, j'étais avec un chorégraphe en côte d'opale, en plein milieu du champ. Et j'avais des espaces dégagés d'une demi-heure, voire 20 minutes, pour travailler avec LE sur des scènes de combat. Et du coup, on leur donnait en petits groupes de 2 ou de 3 des actions à inventer. Et en fait, j'ai eu énormément de chance. Les figurants et figurantes adoraient se battre. Et donc, et elles ont trouvé énormément de figures, alors que c'était pas des acrobates, c'était pas des comédiennes, c'était vraiment des figurants et figurantes du coin et des amis à moi. Et voilà, ça a été un fameux. Là aussi, c'est des prises, parfois une seule prise. Ou quand ils se rentrent dedans, c'est vraiment des prises uniques en fait. Ouais. Après, il y avait des blessés. Donc, Mais dans cette deuxième partie, là, néanmoins, tu disais que là, il y a des effets numériques. Voilà, et dans la deuxième partie, comme je voulais exprimer un peu l'idée du cinéma et quitter le monde de la théâtralité qu'il y avait en première partie, du coup, je me suis fait plaisir et effectivement, c'est un vrai avion, mais ce n'est pas un vrai avion qui était sur le jour du tournage en frôlant des têtes des figurants. C'est un vrai avion que j'ai filmé avec évidemment une équipe de VFX, d'effets spéciaux extrêmement douée et que j'ai rajouté après en montage, en collant et en animant l'avion sur les plans. Donc il n'y a pas 2000 personnes, on était 60. Qu'on a, voilà, par un procédé qui s'appelle la multipasse, on a pu copier-coller toutes les personnes en les mélangeant parce qu'il fallait pas avoir de doublons. Et quand il y avait des doublons qu'on n'arrivait pas à enlever, pour la petite anecdote, la société de VFX me proposait de teindre les cheveux en noir ou mettre une moustache, comme ça on repérait pas qu'il y avait des doublons. C'était assez drôle, ouais. C'est magique les VFX. Hein, Au niveau justement de tes références, l'avion, c'est la mort aux trousses, avec toujours cet effet saisissant de la menace qui vient du ciel. Les scènes de bataille, tu as cité un autre film. Braveheart et C'est dans un eau. Ouais. Et alors pourquoi ces citations? Et au-delà de ça, pour revenir plutôt sur la première partie, l'aspect chorégraphique, l'aspect burlesque, j'ai pensé aussi, d'une certaine manière, à Abel et Gordon, Oui, bien sûr. qui sont des cinéastes belges que vous connaissez. Est-ce que tu peux nous parler de... Abel et Gordon, je connais Abel et Gordon et en fait j'aime beaucoup leur cinéma et du coup ils m'ont accompagné un peu dans la lecture du scénario. Mon conseiller m'ont donné, je les ai rencontrés 1 à 2 fois, pas nécessairement beaucoup, mais c'est un cinéma qui me plaît beaucoup au niveau chorégraphique, donc ça reste une référence clé pour la première partie, certes. Et pour la deuxième, les clins d'œil, c'était vraiment effectivement dans cette perspective de parler de cinéma. Et il faut dire que on n'aura jamais l'occasion, nous en tant que réalisateurs français, j'ai l'impression de faire des films de guerre à l'ampleur du Seigneur des Anneaux ou de Braveheart ou de ces grands films qui nécessitent 165 millions d'euros. Du coup, c'était un petit kiff aussi perso de me dire bon, j'aurais pas l'occasion de faire un gros long métrage, essayons de voir si en cours je peux m'exercer en fait à m'amuser sur ces plans-là, quoi. Alors, sur le fond de cette histoire,
J'ai lu que finalement tu avais répondu à un appel à projet dont la thématique était film de guerre. Enfin, Ouais. si tu peux nous... Je venais de finir la Fémis, on était en 2020, il n'y avait aucune perspective, tous les festivals étaient annulés, mon film de fin d'études, Les Punaises, circulait de manière dématérialisée. Donc j'ai participé à ce moment-là à une résidence à Châlons en Champagne. À Châlons en Champagne, War on Screen, dont l'objectif était d'écrire un court-métrage de guerre. Et la première question que j'ai eue, c'est comment raconter la guerre quand on l'a pas nécessairement vécue d'un point de vue corporel, et quelle guerre raconter, comment la raconter. Enfin, voilà, des questions d'ordre éthique et légitime, je dirais. Et comme la plupart de mes films partaient d'un point de vue macroscopique, à savoir l'exploitation au travail, l'existentialisme, toujours des gros concepts, je me suis dit, tiens, comment parler de la guerre d'un point de vue macro et d'un point de vue systémique. Et donc m'est venue l'idée de travailler un film sur le système plutôt que sur des personnages, évacuant du coup l'idée du psychologisme, de l'identification. On ne s'identifie pas aux personnages, ce sont des figures. Rouge qui possède, bleu qui ne possède pas et qui a soif. Donc je voulais travailler en fait ce système d'inégalité, et ce qui me semblait être le plus d'actualité à ce moment-là et encore aujourd'hui, c'était la guerre de l'eau, sur évidemment une perspective capitaliste d'appropriation du bien commun qu'est l'eau. Donc voilà, c'est parti de là. Voilà. Et comme toute bonne comédie, le fond est très sérieux. Voilà, exactement. Très sérieux, et j'espère que ça pourra faire réfléchir sur tout ce qui arrive à l'heure actuelle sur l'eau. Juste entre parenthèses, j'avais plein d'amis à Sainte-Soline. Moi, je militais à Rennes pour la retraite à ce moment-là. Et quand j'ai vu les images de Sainte-Soline, j'ai eu un effroi parce que c'est un énorme champ vert. Il y a plein de gens en bleu et en rouge vu que c'était les cortèges. Donc le cortège bleu, c'est celui qui s'en est pris plein la gueule. Hein. C'est le premier cortège qui a eu vraiment des répercussions très violentes avec les forces de l'ordre. Et c'était des gens qui se battaient contre la privatisation de l'eau, contre les méga-bassines, qui sont en fait des projets de privatisation. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ma dystopie devient réelle. Et là, ça fait pas plaisir. C'est à ce moment-là qu'on se dit, ouais. Est-ce que vous voulez réagir, poser une dernière question peut-être à Lisa sur ce film? Monsieur, devant. Bonjour, tu as parlé de plein de choix techniques. Bon, il y en a beaucoup, je pense qu'on pourrait envisager. Mais par exemple, le choix de caméra, ou des choses comme ça par rapport au choix des colorimétries ou des petits... Voilà, il y a beaucoup de choix que tu as évoqués, et je suis très curieux de ça. Alors, j'ai pas en tête quel était le modèle de la caméra, parce qu'elle a changé entre le premier et le deuxième tournage. Je sais par contre que pour les scènes de guerre, on a utilisé plein d'optiques anamorphiques, et c'est des optiques qui nous permettaient aussi des très gros zooms. Donc ce qui me permet vraiment d'avoir ces plans d'avancée des premières et des premières lignes qui avancent. Vous voyez, on était sur rail de travelling, et on arrivait vraiment à avoir des expressions de visage tout en avançant en même temps que la foule. Donc ça, c'est vraiment des trucs des outils que j'avais jamais utilisés auparavant, parce qu'ils coûtent quand même assez cher. Et alors on avait comme possibilité un drone. On a eu des plans drone, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a des plans vraiment aériens, et une caméra fantôme qui permet du coup des plans en ralenti, et on l'a utilisé pour l'éclatement de la bonbonne d'eau, ce qui permet de voir vraiment toute la bonbonne d'eau s'éclater de manière très précise. Donc ça, c'est une caméra qui filme au ralenti extrême. Et par ailleurs, on avait à 30 mètres de travelling. Donc ce qui nous a permis de faire ce fameux plan de l'avion. Donc on était dans une plaine un peu bancale, donc on a dû vraiment équilibrer le travelling et s'entraîner à faire ce travelling avec le comédien qui jouait comme s'il était poursuivi par un avion, mais qui n'était pas là. Donc ça a dû être un jeu invisible, quoi. Enfin, c'est un jeu qu'il a dû créer sur base invisible. T'es fort. Oui, tu as dit à quel point ça avait été physique pour eux, mais c'est là aussi encore une fois, moi, parce qu'on en a parlé aussi dans la semaine avec des films précédents qui conjuguent comédie et film politique.
et finalement la fonction du rire au cinéma. Je sais pas, est-ce que ça te... Complètement, j'étais là quand Xavier Delagne a parlé de Bergson sur le fait que le rire rassemblait plus qu'il séparait. Moi, je m'inspire non pas de Bergson, mais de Bertolt Brecht. Donc, c'est un auteur, un auteur allemand qui a beaucoup travaillé sur la distanciation au théâtre dans ses narrations et faire en sorte en fait que le spectateur ne soit pas face à trop de drames ou trop de tragédies ou trop de psychologie et qu'il ne soit pas là en train de se cacher les yeux en disant mon Dieu que c'est horrible ce que je vois, mais qu'il soit plutôt là en train de regarder en étant spectateur actif de ce qu'il regarde et du coup en élaborant évidemment son esprit critique sur l'idée politique qui est engagée dans le récit. Et pour vous donner un exemple, il a traité de la question du nazisme via une célèbre pièce que j'adore qui s'appelle L'Ascension d'Arturo Ui, où en fait il recrée le magma de l'ascension du nazisme à Chicago avec des vendeurs de légumes. Donc tout d'un coup, l'histoire devient un peu plus proche, on va dire, d'un microcosme ou d'une ville, à l'échelle d'une ville, pour décrire un système mondial qui a créé l'avènement du nazisme. Donc c'est vraiment dans ces perspectives-là de fable et de Brecht que j'inscris mes films, et du coup l'humour évidemment est source aussi de distanciation critique. Sans humour, j'ai l'impression qu'on rentre aussi dans une identification très forte et donc dans cette possibilité que le spectateur tombe dans une passivité par identification et par émotion. Là, il y a 2 réactions. Merci, j'ai beaucoup aimé la forme. Après, je viens sur le fond aussi, mais donc la forme chorégraphique, etc. J'ai beaucoup aimé, merci pour ça. Après, sur le fond, j'ai aimé la discussion qu'on vient juste d'avoir. Et par rapport à la propriété de l'eau et à la guerre de l'eau, finalement, à la fin, la fable, elle dit ceux qui ne possèdent pas, finalement, reprennent les codes de ceux qui possèdent pour aller vendre et rentrer dans ce système et n'inventent pas quelque chose de nouveau. Alors, moi, j'avais écrit le film avec une révolution à la fin de la guerre, mais on m'a dit que c'était un peu trop, que ça n'allait pas rentrer dans un budget de cours. Mais à la base, les ouvriers, j'allais dire, les combattants et combattantes qui étaient accablés par cette guerre, en fait, reprenaient espoir et s'organisaient et menaient à bien une révolution contre le système. Donc, comme je n'ai pas pu élaborer cette fin-là, j'ai travaillé l'aspect que dès qu'il y a propriété privée, le système reprend sa place de monopole. Le système reprend sa place, celle que je critique. Donc en fait, dès que Bleu a la possibilité de privatiser l'eau de la rivière, il y a propriété privée, et cette propriété privée est donc responsable de ce qui se joue après dans le film. Donc je voulais vraiment stationner vraiment sur l'idée que la propriété privée pouvait provoquer en fait cette idéologie-là que je critique. Voilà, il y a une question là, puis il y en aura une. Oui, merci pour la question qui vient d'être posée, parce que c'était un peu la même que je voulais poser. Et je vais la prolonger du coup. Il me semble que la fin, quand même, est assez pessimiste. Alors, j'apprécie l'explication que vous venez de donner. D'accord, mais il y a aussi quelque chose d'individuel, c'est-à-dire qu'il a plein de bleus autour de lui, sauf qu'il est tout seul et que donc il fait payer l'eau. Il y a quelque chose de profondément un peu, j'ai trouvé, cynique. Misanthrope. Cynique peut-être un peu. Ouais. Cynique. Ouais. Ça m'a fait penser, alors il y a plein de références, mais ça m'a fait penser à Sans filtre. Alors, évidemment, avec cette espèce de manque d'espoir, peut-être. Alors, vous avez été obligé de changer la fin, mais c'est un sacré changement, quand même. Alors, il y avait une autre fin possible, parce que, alors, Sans filtre, moi, j'ai vraiment... Sans filtre, c'est vraiment un film que j'ai vraiment eu du mal à regarder expressément pour ce que vous dites. Hein. Donc je suis d'accord, c'est vraiment un film qui manque d'espoir, où en fait l'homme est un loup pour l'homme, l'équilibre, tout se rééquilibre en fonction de l'exploitation par rapport au pouvoir que les gens possèdent. C'est vraiment un film pour le coup extrêmement cynique. Ici, j'avais l'impression, à la base, je voulais aussi que Bleu se transforme en rouge, peut-être pour appuyer encore plus cette idée que c'est la propriété privée qui visse l'homme, donc le système qui infuse et qui par conséquent transforme aussi les propriétaires.
plus que l'individu. Et c'est pour ça que j'essaie de m'échapper du psychologisme et de me dire que Bleu, en fait, a une backstory, a des amis, a des camarades. J'essaie vraiment aussi au niveau des couleurs, de propager l'idée du système. Donc, en faisant de Bleu rouge, parce qu'à la base, à la toute fin, il était en rouge, on m'a dit que j'appuyais trop le propos et que c'était trop didactique et que je tenais un peu trop les spectateuristes par les mains. Donc, voilà, j'ai trouvé une espèce de compromis en essayant vraiment d'influer cette idée que c'est le système de propriété privée qui infuse du coup sur les individus présentés. Maintenant, je comprends tout à fait votre critique et je crois que c'est un de mes films les plus cyniques. Là où à la fin de tous les autres, ils se révoltent. Donc peut-être que je suis en dépression. Je crois qu'il y avait Est-ce qu'il n'y a pas une question là par là-bas? Oui. Bonjour, merci pour le film d'hier. Moi, c'est plus donc une remarque qu'une question qui naît un peu d'un. Enfin, je ne sais même pas si c'est pertinent ou pas ce que je vais dire, mais ça naît d'un sentiment que j'ai eu au visionnage. J'ai eu l'impression que les blancs, bah du coup ça va revenir dessus. Voilà le lapsus révélateur du fond de ma question, mais que les bleus et les rouges se battaient à armes égales, alors que vu que c'est les possédants contre les dépossédés, j'ai un peu l'impression que les bleus étaient censés ont beaucoup moins d'armes que les rouges, et en fait la confrontation elle a l'air d'être équilibrée, alors qu'en vérité c'est pas tout à fait ça. Ceux qui possèdent l'eau marchent clairement sur ceux qui ne la possèdent pas. Donc j'ai trouvé que, au contraire de ce que vous dites, c'est un peu optimiste, parce qu'on les voit se battre à armes égales et avec force égale, alors qu'en vrai normalement on aurait dû voir la marée rouge submerger la marée bleue. Et puis ceux qui possèdent, ils ressemblent pas à ceux qui possèdent pas, et du coup moi j'aurais peut-être, j'en sais rien parce que je ne suis pas cinéaste, mais peut-être que dans le film il aurait été intéressant d'apercevoir un peu plus la vérité du profil de ceux qui ne possèdent pas l'eau et qui crèvent de soif, quoi. Dans le vrai monde, je veux dire. Ouais, je comprends tout à fait ta question. Moi, j'ai essayé de travailler cette distinction au niveau vraiment chorégraphique par rapport à la personnalité un peu dégagée de la masse rouge et de la masse bleue. On l'aperçoit beaucoup plus dans la première partie que dans la deuxième, ça c'est vrai. Dans la première partie, on voit vraiment que les bleus sont complètement à l'ouest, sifflent bizarrement, sont un peu drôles, un peu déstabilisés, et que les rouges, j'ai voulu les construire comme masse guerrière, avec des chorégraphies beaucoup plus stables, beaucoup plus martial, quoi. Martial, ouais, c'est ça, exactement. Donc dans cette première partie-là, j'ai dégagé, on va dire, un semblant de différence, tandis que dans la deuxième, effectivement, les rouges, en toute réalité, les rouges devraient écraser les bleus. Mais comme je joue aussi à la fin sur le bleu devenant rouge, de par un système qui oppresse en fait ces deux masses, et que nous sommes dans un monde complètement inventé où on joue de figures, il me semblait cohérent de ne pas voir une finalité victorieuse de la part des rouges. Je sais pas si c'est... Oui, si, très clair. Okay. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Merci pour le film aussi, c'était très, très amusant. Mais du coup, moi ce que je me demandais, c'est que hier on était dans une chat autour de la diversité, et ça rejoint un peu ce que disait la personne précédente, à savoir, vous parlez de métaphores entre guillemets avec la guerre de l'eau qui existe dans notre monde réel, et du coup je trouvais qu'en termes de représentativité il n'y avait pas une grande diversité, quoi. C'était tous des blancs en gros, et du coup je trouve que la métaphore se perd. Du coup moi j'ai eu du mal à comprendre le message finalement. Ok, alors au niveau du nombre de figurants, il faut savoir qu'on était 60 et que j'avais dans les 60 14 personnes racisées. Donc c'était une de mes plus grandes demandes par rapport au directeur, au chef de file et directeur de casting des figurations, c'était de dire que je voulais une majorité chez les bleus de personnes aussi racisées, enfin de diversité. Là où en fait, au bout de 2 mois, arrivant à 3 jours du tournage, on m'a effectivement envoyé toutes les fiches et c'était que des personnes blanches. Ce à quoi, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Ce à quoi j'ai essayé de contrer ça en 2 jours en amenant tous mes potes qui n'étaient pas des personnes blanches, pour essayer de contrer en fait ce truc de blanchitude, parce que c'était un réel problème pour moi. Là, je parle vraiment de représentants de la figuration par rapport à ma narration.
comme je m'éloigne encore, et que je suis dans une fable, je me voyais mal rentrer dans une aspérité naturaliste où tout d'un coup, j'allais demander à des Équatoriens et des Uruguayens de venir jouer en fait dans les Bleus, vu qu'ils sont les premières victimes aujourd'hui du manque d'eau à l'heure actuelle. J'avais plutôt l'impression de atemporaliser la question en me disant qu'un jour, ce sera en fait à part égale, on va dire, dans notre monde. Donc il y avait quand même des personnes racisées. Sauf qu'avec les démultiplications et tout, vous voyez qu'il y a une majorité, effectivement, sur 60 personnes blanches, 14 personnes racisées, ça donne l'impression qu'il n'y a personne, que tout le monde est blanc. Et ça, voilà, ça, pour moi, c'est un des grands aspects négatifs de la post-production et dû à un problème qui est un problème systémique aussi. Je veux dire, moi, je viens d'une école de théâtre, il y a un blanc par an, il y a une personne racisée par an, il y a personne, dans les castings, personne vous propose des personnes racisées. Enfin, c'est vraiment un problème qui se révèle d'un point de vue de la... Merci pour votre réponse. Et du coup, juste pour rebondir, ce que vous dites, c'est super intéressant et vous démontrez là clairement qu'en fait le problème il va intéresser que quand il touchera les blancs, quoi. Ouais. Parce que tant que c'est les noirs et les arabes et les sud-américains qui crèvent de soif, bon. Ah bien sûr, on n'en parle pas. Ouais. Les Uruguayens qui boivent de l'eau salée là depuis 2 mois, on n'en a pas parlé. Non, c'est ouais. Après, je sais pas si, je serais contente qu'on puisse voir ça dans mon film. Je sais pas si c'est assez clair pour le coup. Là, je me fais une autocritique. Je sais pas si c'est assez clair ce que tu es en train de dire. J'aimerais qu'on puisse le voir, que ce problème en fait concernera, on prendra conscience de ce problème quand il concernera les blancs. Oui, d'accord. Mais non, en fait, je le comprends là maintenant que tu expliques justement. Et c'est super intéressant, juste au contraire. Ouais, c'est bien. Bon, je crois qu'après ce très riche échange, il y a encore une question ? Allez Nelly pour finir. Nelly Blaya. Bonjour, moi j'avais vu le film à Clermont et j'avais un peu oublié. Il n'est pas passé à Clermont. Il n'est pas passé à Clermont. Non, où est-ce que je l'ai vu alors là, c'est une bonne question. Mais je l'ai vu il y a plusieurs mois et de vous entendre, ça m'a tout réveillé. Et moi, ma question maintenant, c'est et après quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire et quels sont vos projets Alors ça m'interroge vraiment parce que c'est la première mondiale ici, du coup il a fuité quelque part. On l'a vu en présélection. Parce que Nelly fait partie des personnes qui visionnent les films. J'étais un peu peur là. D'accord, ok. Et pour la suite, maintenant j'écris mes longs métrages. Et du coup, j'ai un long métrage de fiction qui traitera de la question de la fonte du permafrost dans une élaboration de fable politique, mais en long métrage, donc c'est très différent des cours que j'ai pu faire. Et un long métrage que je vais faire plus rapidement, qui traite de la question du cortège de tête en France, donc avec des images documentaires et un personnage fictionnel qui sera dans cette résistance radicale qui est aujourd'hui au centre des actualités, j'ai l'impression, dans le militantisme français. Voilà. On a hâte de voir ça, mais comme c'était la première hier, on souhaite de tout cœur que Assoiffé puisse circuler et être vu par le plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous tous. Merci.